Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, la réaction des habitants de Taravao au projet de décentralisation du gouvernement. Des réactions plutôt positives, on l'entendra. Beaucoup espèrent des emplois en plus et aussi moins de temps passé sur les routes. Du changement en vue du côté des allocations familiales. Les parents en difficulté toucheront plus qu'avant, mais ceux qui gagnent bien leur vie vont voir leurs aides fondre. Un système plus équitable, mais qui contient des failles, selon le CESEC. On en parle avec notre invitée, la représentante Tavini et présidente du CIDFF, Tilda Harehoe. Sa droiture, son intérêt sincère pour son pays et son amour pour son métier en ont marqué plus d'un. Le capitaine Daniel Van A prend sa retraite après 31 ans de service au sein de la gendarmerie. Son portrait dans ce journal. Les vacances, un temps de pause qui peut permettre de s'interroger sur sa foi ou de partager ses croyances avec d'autres. Des centaines de jeunes mormons sont réunis en ce moment à Papara pour la conférence « Jeunes, soyez forts ». On en parlait dans ce journal en début de semaine avec le ministre de l'Équipement. Le gouvernement a présenté un projet ambitieux pour désengorger Papeete, rééquilibrer le territoire en délocalisant certaines administrations à Taravao. Un projet qui suscite beaucoup de réactions. On voit cela avec Raihe Nadjarian et Mirko Vanfo. Leur vie ne sera plus jamais la même. Faire de Taravao la deuxième capitale de Tahiti, c'est tout l'enjeu du plan de décentralisation. Les premières infrastructures devraient voir le jour en 2032. La population est impatiente. Un projet, je pense, justement, donc comme ça, on n'a plus à se déplacer. Je pense que c'est un bien. D'une part, ça va décongestionner les routes et d'autre part, ça va amener de l'emploi sur le bassin de Taravao. Et c'est bien, ouais, pour la presqu'île. Comme ça, n'a pas besoin de se déplacer comme on se déplace souvent. À terme, l'objectif est de délocaliser 22 services et directions du pays, 6 ministères, totalisant 1500 postes de l'administration. L'éducation sera transférée à Mahina, l'agriculture à Papara. Quant à Taravao, elle accueillera les transports et le logement. C'est un nouveau centre d'activité qui se crée et c'est le renforcement de l'activité actuelle qui va permettre aussi de générer quelques emplois qui seront à prendre et à offrir donc à la population du secteur. Pour éviter l'envolée des prix des loyers, 200 logements devraient être créés à Taravao. Cependant, pour certains syndicats de la fonction publique, ce plan de décentralisation n'est pas adapté à tous les employés. Sur le principe, il pourrait s'agir d'une bonne idée, mais que dans la réalité concrète, les fonctionnaires ont tous une famille, ce ne sont pas des pions. Et faire comme il a été fait un sondage sur les modes de déplacement pour en conclure qu'il y aurait forcément 1000 fonctionnaires qui seraient prêts par défaut à aller travailler à Taravao ou à Mahina, ça me semble un procédé un peu réducteur. Côté budget, le gouvernement souhaite mobiliser le secteur privé pour financer une partie des investissements à hauteur de 25 milliards. Le taux de naissance est à son plus bas historique au Fénois et c'est l'une des raisons qui a poussé le gouvernement à revoir les allocations familiales en introduisant au passage plus d'équité dans le système. Avec ce projet de loi, il y aura donc des gagnants mais aussi des perdants. Les détails avec Mélissa Chong et Jérôme Lee. Harmoniser les allocations familiales versées aux enfants polynésiens, c'est le projet de loi proposé par le pays. Mais en y regardant de plus près, le constat est tout autre. Les allocations familiales seraient accordées en fonction des revenus du ménage. Pour les foyers dont le salaire est de moins de 100 000 francs, elles s'élèveront à 15 000 francs au lieu de 12 000 francs actuellement. Ça va permettre de prendre encore plus de choses pour les enfants de la Polynésie, surtout les enfants qui vont à l'école. Pour acheter la nourriture et les goûter pour eux. Là, c'est vrai que nous, maintenant, la vie, elle est très chère. Donc, c'est vrai que ça, c'est bien que le gouvernement prend en charge. Ça, c'est bien. Pour les ménages dont les salaires s'élèvent à plus de 4 fois le SMIC, elles seraient de 2 000 francs au lieu de 12 000 francs par mois. De quoi générer de la frustration chez les salariés et les chefs d'entreprise en activité. Il y a énormément de personnes pour être lésées, surtout les jeunes qui essaient de s'en sortir avec les petites familles. Déjà, nous qui essayons de s'en sortir avec un salaire qui est au-delà du SMIC, on survit, on ne vit plus. Parce que tout augmente, on est loin de tout, on est surtaxé. Je pense que ce n'est pas juste. On devait tous être égaux et avoir la même somme, quoi. Mayana Bambridge, rapporteur du projet au CESEC, a évoqué hier en séance plénière un souci d'égalité à venir.
Un pilote de ligne qui gagne 1 million par mois, qui a son épouse, qui est femme au foyer, donc qui n'a pas de revenus ou qui a un petit revenu de 100 000, eh bien, il décide lequel des deux va bénéficier de l'allocation familiale. C'est-à-dire que si il dit « c'est moi, monsieur, qui a 1 million par mois qui bénéficie, j'ai 2 000 francs d'allocation pour mon enfant ». Mais si je dis que c'est ma femme qui est femme au foyer ou qui a 100 000 francs de revenus, eh bien, elle aura 15 000 francs par mois. D'après le gouvernement, cette réforme permettrait d'économiser 27 millions à l'année. Tilda Hareho, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes la présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, représentante aussi à Tavini à l'Assemblée. On vient de l'entendre, le CESEC pointe du doigt le fait que ce soit la famille qui désigne elle-même le parent allocataire. Est-ce que ce mécanisme il pourrait évoluer ? Je pense qu'il faut faire évoluer parce qu'il y a des familles avec le couple, mais il y a des familles aussi monoparentales. Donc voilà, je pense qu'il y a lieu de revoir ça. Il y a des choses à améliorer de toute manière, comme dans tout dispositif. Vous parlez des familles monoparentales, c'est aussi un point sur lequel le CESEC insiste. C'est que jusqu'à présent, dans ce projet de loi, les familles monoparentales ne sont pas assez prises en compte, alors qu'elles explosent en Polynésie, notamment dans la zone urbaine. C'est ça. Donc, nous, au niveau du CIDFF, nous avons beaucoup de familles monoparentales et c'est la raison pour laquelle on aimerait qu'elles soient mieux représentées, enfin, mieux entendues en tout cas. Et pourquoi ça n'a pas été déjà pris en compte dans ce projet de loi ? Je pense que peut-être les choses doivent se faire en fonction des fonds peut-être alloués, peut-être qu'il y a tout. Mais je pense qu'il n'y a pas que les allocations familiales dans cette nouvelle loi de pays. Hein. Il y a aussi les allocations prénatales qu'au contraire, on va monter à la hauteur des salariés à 54 000 francs. Et il y a aussi les allocations de maternité qui vont monter à 72 000. Et par rapport, par contre, aux allocations familiales, eh bien, ce sera par tranche de revenus. Donc, c'est vrai qu'on démarre comme ça, mais la PSG, elle date depuis 1995. Il fallait quand même la faire évoluer quelque part. Et c'est une bonne chose qu'on commence comme ça. Après, tout a évolué, hein, parce que les choses sont difficiles, comme on vient de l'entendre. La vie est chère. Et il faut en tenir compte et voir. Et par rapport à ça, tout à l'heure, on en parlait, le taux de natalité est assez bas. Donc, c'est pour ça que les deux allocations dont vous parlez sont augmentées, c'est pour inciter les gens à faire des enfants ? Je pense que c'est incitatif. Maintenant, il y a tous ces enfants qui font des études, qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il y en a qui ont peur de l'avenir, il y en a qui ne sont pas encore prêts à assumer. Enfin voilà, il y a autant de choses, mais il n'y a pas que l'argent qui va attirer, je pense. Mais il faut aussi être derrière avec une envie envie d'être parent. Ce qui peut paraître surprenant dans ce projet de loi, c'est aussi le fait que, comme vous le disiez, la logique n'est pas la même pour certaines allocations et pour les autres. Dans un cas, c'est plus d'équité, dans l'autre cas, de l'égalité. Pourquoi avoir fait deux logiques différentes dans un même projet de loi ? Je pense que les allocations ont souvent ça a été la prestation qui a bougé très souvent un petit peu à la veille d'une élection. Et donc, il ne faut pas en rester là. Je pense qu'à un moment donné, il faut plutôt voir la réalité des choses. Un enfant revient cher quand même. Donc, si on veut aller vers l'envie d'avoir plus d'enfants dans le Fénois et avoir plus de cotisations pour pouvoir générer, je veux dire, un bien-être aussi bien actuel que dans la retraite, je pense qu'il faut y penser. C'est important. Sur les allocations familiales, le CESEC conseille d'allouer 15 000 francs par enfant, quels que soient les revenus du ou des parents, parce que selon la logique du CESEC, c'est que l'allocation, elle est pour l'enfant et pas pour le parent. Est-ce que vous comprenez cela ? Ça a été difficile de comprendre comme ça parce que il y a des parents qui ont mis tout de suite de l'argent de côté pour que l'enfant ait on va dire une tirelire. Or, si c'était ainsi, le ACPS n'avait plus qu'à ouvrir un compte à chaque naissance d'un enfant. Or, c'est vraiment pour que le parent, cet argent, c'est vraiment pour aider le parent à élever son enfant et non pas de faire de thésauriser pour que l'enfant plus tard puisse avoir donc un bas de laine. Je pense. C'est la même chose pour la cantine scolaire. Il est question d'attribuer la prestation directement aux organismes responsables de la restauration scolaire, en s'assurant que cette aide, elle aille vraiment directement dans l'assiette des enfants. Vous ne faites pas confiance aux parents ?
Les parents peut-être, mais les enfants surtout. Parce que beaucoup d'enfants ne mangent pas à la cantine. Ils préfèrent aller manger sur la roulotte d'à côté. Donc, si on ne doit payer que pour certains, eh bien, d'autres n'auront pas cette aide. Or, c'est le parent qui sort l'argent. Tant que l'enfant va à l'école, c'est le parent qui sort l'argent. Donc, mettre 120 francs par repas et payer directement à celui qui produit les repas, je crois que là aussi, il faudrait qu'on réfléchisse mieux, qu'on revoie la réalité, si c'était ainsi, que les enfants puissent apprécier la nourriture qu'on donne à la cantine scolaire. Et le pays, alors, est-ce que c'est la CPS qui doit sortir des fonds ou est-ce que c'est au pays, comme on le fait actuellement au niveau des lycées, le pays, par le ministère de l'Éducation, octroie une subvention pour les repas, afin que les parents aient moins à payer. Or, il faut faire la part des choses. Nous avons de l'enseignement privé, l'enseignement public. Si le pays octroie au public, comment fera-t-il pour avoir une égalité ou du côté du privé? Et nous nous rendons compte dans les dossiers de surendettement qu'il y a aussi des factures d'enfants qui sont au RSPF, mais les enfants sont allés en école privée. On ne peut pas leur dire non, vous n'avez pas droit. C'est compliqué, mais je pense qu'il faut tenir compte aussi d'une réalité de terrain. Merci beaucoup Tilda Hareho d'être venue sur notre plateau ce soir. Merci. On en vient au départ à la retraite d'une figure de la gendarmerie. Daniel Van A, plus connu sous le nom de Dany, termine sa carrière aujourd'hui après 31 ans de service. Son parcours est salué par ses collègues et par sa famille, Céline Fleuzin, Lorenzo Marama et Jérôme Lee. Demain, ce bureau sera complètement vide. L'uniforme, il ne le portera plus. Capitaine Daniel Van A, commandant en second de la compagnie des Archipels, prend sa retraite après 31 ans de service. C'est une fierté, une satisfaction au fil de mon parcours. Mais c'est toujours aussi un peu de tristesse de quitter un peu ce qu'on a l'habitude de faire. C'est son beau-père qui lui souffle l'idée d'embrasser cette profession. Une fois formé dans l'Hexagone, Daniel Van A en fera sa vocation. Tout au long de son parcours, le gendarme a su créer naturellement une proximité avec la population pour mieux la protéger. Il y a eu des moments de joie dans la carrière, mais il y a eu aussi des moments difficiles, des moments un peu plus compliqués, surtout lorsqu'on est confronté à des drames humains. Les accidents, les violences, les faits de violence qui sont malheureusement encore trop nombreux ici chez nous. Et puis aussi des moments de satisfaction quand on arrive à démanteler des réseaux de trafic. Derrière son écusson, de grandes responsabilités. Daniel Van A dirigé la compagnie des Archipels, composée de 15 brigades réparties sur tout le territoire. 117 gendarmes étaient sous son commandement. Quelqu'un d'engagé, quelqu'un d'humble, quelqu'un de patient, qui est toujours dans la conversation, dans l'échange et dans la compréhension, qui sait aussi employer les mots et avoir une attitude ferme lorsque c'est nécessaire. Il a vécu des événements particuliers en tant que négociateur, à la prison de Noutania par exemple, pour faire redescendre un détenu des toits. Le capitaine a pu compter sur le soutien sans faille de chaque membre de sa famille depuis le début de sa carrière, l'aidant ainsi à gravir de nombreux échelons. S'impliquer autant dans son travail lui a demandé des sacrifices. On sait toujours à quelle heure il commence, mais jamais à quelle heure il finit. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant d'un gendarme, on voit très peu notre papa. Là, vous aurez du temps, là. Oui, il a beaucoup. Je pense qu'on va même être un peu fiou de le voir tout le temps. Mais c'est vraiment une grande joie qu'il puisse partir à la retraite. Je suis sûre qu'il trouvera autre chose de quoi s'occuper. On a nos motos aujourd'hui. Donc voilà. Et après, voilà. Je suis là. Il aura beaucoup plus de temps pour la famille. Affectueusement appelé Dany par les Polynésiens, Daniel Van A ne souhaite pas se projeter sur son avenir. Pour le moment, il préfère profiter sans modération de son foyer et de sa moto. Les athlètes polynésiens seront représentés à Rarotonga pour le grand festival culturel organisé à l'occasion des 60 ans d'indépendance des îles Cook. La compétition de Tuaro Maori se tient demain et samedi. On écoute Enoch Loglin, le président de la fédération. On aura aussi des sports typiques aux îles Cook comme les courses des chasses. Alors pour l'occasion, nous aurons
la participation aussi de pays tels que la Nouvelle-Zélande, tels que Hawaï. Nous aurons aussi quelques athlètes de Rapa Nui. Malheureusement, c'est compliqué pour eux de nous rejoindre sur les Cook Islands, mais je pense que des belles compétitions en prévision, notamment on a les champions de levée de pierre de Nouvelle-Zélande qui nous rejoignent. Le 140e synode de l'Église protestante maori se tient en ce moment à Reivave, aux Australes. Des centaines de personnes y participent, des fidèles venus notamment des îles de la Société. Et il ne s'agit pas que de religion, les sujets d'actualité font l'objet de débats. Les fidèles déterminent les points clés à porter durant l'année à venir, aussi bien en ce qui concerne la jeunesse, la vie politique ou encore la vie sociale. Grand rassemblement spirituel aussi à Tahiti, rassemblement des jeunes croyants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Toute la semaine, à Papara, des ateliers d'études, d'échanges sont proposés. Reportage d'Ismaël Tahiata, Patrick Tsinsing. Sur le chemin de la spiritualité, les amis de l'Église sont toujours les bienvenus. Ohana en fait partie, elle n'est pas encore baptisée. Aujourd'hui, elle est présente au GSF 2025, une conférence dédiée aux jeunes de 16 à 17 ans. Je suis venue ici pour une expérience, je crois. Oui, pour une expérience, pour voir si ça me plaisait et tout. Et surtout qu'en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Alors je me suis dit que peut-être venir au GSF, ça allait m'aider à répondre à mes questions. Des questions sur la foi et sur les origines de l'évangile de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Dans cet atelier, ils apprennent un peu plus sur le livre de Mormon et sur Joseph Smith principalement. Mon but est de devoir leur apprendre tout en s'amusant et du coup de faire des activités ludiques en apprenant un peu plus sur le Christ. L'objectif de ce rassemblement, proposer aux jeunes filles et aux jeunes gens un cadre propice pour faire grandir et surtout fortifier leur foi. C'est un moment où on peut rassembler nos jeunes, où on a un thème bien précis. Aujourd'hui, c'est se tourner vers le Christ. Donc, c'est d'aider notre jeunesse à pouvoir leur donner un environnement où ils pourront apprendre comment ils peuvent se tourner vers le Christ dans un monde qui est très difficile en ce moment. Au-delà de l'aspect religieux, il y a cette dimension humaine qui permet à chaque jeune de s'affirmer. On se fait des nouveaux amis, on apprend des nouvelles personnes et apprend des nouvelles choses sur le Christ. On se réunit entre garçons pour faire notre étude matinale. Ensuite, on va manger, on se réunit entre compagnies, c'est-à-dire avec les filles, et on fait notre étude de l'Évangile. Il ne faut pas seulement avoir l'habitude de lire les Écritures ou de faire une prière, c'est vraiment de faire avec le cœur. Du 15 au 20 septembre 2025, ce sera sur l'île de Raiatea que se déroulera le prochain JSF des 14-17 ans. Une centaine de jeunes sont attendus là-bas. Nous avons appris le décès de celle qu'on appelait Mama Rai Tamara Maupi, connue dans le monde de la culture. Elle venait de fêter ses 88 ans. Elle était aussi la mère de notre confrère Gilles Taotou, pour qui nous avons une pensée. Et c'est la fin de ce journal dans lequel on a parlé du projet de réforme des allocations familiales. L'objectif du gouvernement est d'attribuer des aides en fonction des revenus des familles pour renforcer l'équité sociale. Mais pour le CESEC, le mécanisme n'est pas au point et les familles monoparentales ne sont pas suffisamment soutenues alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses au Fénois. Une colonie de vacances qui dure plus longtemps que prévu, c'est à dire sur notre site internet. Un groupe d'une vingtaine d'enfants est coincé à Maupiti. Ils ne peuvent pas prendre le ferry pour revenir à Tahiti à cause de la forte houle qui touche les îles sous le vent. Tous les détails sont sur polynésie.lapremière.fr. Et à suivre ce soir sur La Première, 2 épisodes de la série Wish, puis le téléfilm policier Le Voyageur. L'actualité revient dès 6h demain en radio avec David Chang et Abinera Tematahotoa. Et pour le JT, vous aurez le plaisir de retrouver Cybèle Plichard demain et tout au long du week-end. Et on se quitte sur des images de la prestation du groupe Homai, 3e prix en catégorie amateur au Riva Tahiti. Excellente soirée à tous. Hey,
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.